Dans un numéro récent du Dessous des cartes, j'ai tenté de dresser un panorama des agrocarburants dans le monde, d'expliquer leurs principes techniques, de montrer la demande mondiale qui est en forte croissance, mais qui pourtant reste extrêmement faible par rapport à la consommation d'essence d'origine fossile. Et aujourd'hui, je vais vous parler en détail du premier exportateur d'agrocarburants au monde, et ce pays, c'est le Brésil. Le Brésil est le pays le plus vaste de l'Amérique latine, avec une superficie de 8,5 millions de kilomètres carrés. C'est aussi le plus peuplé, avec 195 millions d'habitants. C'est la 10e puissance économique mondiale et la première de l'Amérique du Sud. Son taux de croissance moyen a dépassé plusieurs fois 5% depuis 2004, mais une telle croissance est forcément très consommatrice en énergie. Donc la question est, comment fait le Brésil ? D'abord, sa propre production de pétrole lui permet l'autonomie. Le pays n'a pas besoin d'importer. En matière de gaz, en revanche, il reste très dépendant des importations venant de la Bolivie. Le pays est également producteur d'énergie hydroélectrique, avec les nombreux barrages situés notamment dans le bassin du Paraná. Mais la particularité du Brésil est d'être en même temps et depuis longtemps un producteur d'agrocarburants. L'éthanol est produit par la fermentation de plantes comme la canne à sucre. Le biodiesel, lui, est issu des huiles végétales contenues par exemple dans le soja. Et le Brésil a développé ces filières dès les années 70 avec un véritable lancement de la production après le premier choc pétrolier de 1973. Il est devenu en fait le premier pays au monde à produire des véhicules fonctionnant exclusivement à l'alcool. Le programme industriel se nommait alors Proalcool et il visait à substituer l'éthanol à l'essence traditionnelle. Ce graphique montre la production d'éthanol brésilien et on voit bien que ce pays est producteur depuis longtemps et de plus, à partir de 2003, le pays a introduit à l'échelle nationale un moteur polycarburant dit Flex Fuel qui fonctionne indifféremment à l'essence, à l'éthanol ou à un mélange des deux. Résultat, aujourd'hui, 90% des véhicules neufs vendus au Brésil sont Flex Fuel et d'ailleurs les consommateurs brésiliens à la pompe achètent aujourd'hui plus d'éthanol que d'essence. Regardons maintenant la production de canne à sucre au Brésil. Le graphique, cette fois, permet de mesurer que cette production destinée à l'éthanol s'est accrue de manière régulière ces dernières années. Et aujourd'hui, l'éthanol incorporé à l'essence au Brésil l'est à hauteur de 25%. En plus d'être le deuxième producteur mondial d'éthanol, le Brésil en est aussi le premier exportateur. En 2007-2008, le pays a exporté près de 20% de sa production, surtout vers son premier client, les États-Unis. Mais à terme, c'est l'Union européenne qui va former un marché très attractif avec la décision du Parlement de Bruxelles de faire passer la part des agrocarburants dans la consommation des véhicules européens de 2% en moyenne aujourd'hui à 10% d'ici 2020. Alors comment expliquer que le Brésil soit parvenu à une telle position sur le marché mondial ? Il y a d'abord les facteurs externes. L'augmentation des prix du pétrole depuis le début des années 2000, entraînant une hausse de la demande mondiale d'agrocarburants. D'où l'intérêt des banques étrangères, et notamment européennes, pour cette filière, dans laquelle elles investissent de plus en plus. Ensuite, il y a la prise de conscience de l'ampleur du changement climatique. Ces facteurs sont combinés à des facteurs internes, car le Brésil bénéficie de plusieurs avantages par rapport à d'autres pays. D'abord, depuis les années 70, le Brésil a une expérience industrielle que d'autres n'ont pas. Le pays a perfectionné peu à peu toutes les étapes de la filière. S'ajoute à cela la rentabilité énergétique de la canne à sucre, qui a besoin de peu d'énergie pour être produite, contrairement au maïs. Ensuite, il y a une main-d'œuvre bon marché. L'éthanol brésilien a le prix de revient le plus bas au monde, à moins de 0,25 € le litre, contre 0,30 € pour l'éthanol américain de maïs et près de 0,60 € pour l'éthanol européen produit à partir de diverses céréales. L'éthanol du Brésil est rentable à partir d'un seuil de 30 à 40 $ le baril de pétrole, soit le prix que l'on observe en ce printemps 2009. Et puis bien sûr, il y a enfin le facteur territorial. Le Brésil dispose d'un grand potentiel,
avec des ressources disponibles en superficie, en terres arables et en eau. On voit ici les zones agricoles consacrées à la culture de la canne à sucre. Dans la région du Nord-Est, autrefois grande région productrice de canne à sucre, et traditionnellement dans la forêt atlantique. Aujourd'hui, pour répondre à cette demande de production qui ne va qu'augmenter dans les années qui viennent, les zones de culture de la canne à sucre, qui étaient au départ dans la région de la forêt atlantique, se déplacent peu à peu vers l'intérieur du pays. En se rapprochant de la zone du Cerrado, qui est une zone de savane arborée, elles sont en contact avec les zones de culture alimentaire et les zones d'élevage. On voit l'implantation des usines de transformation existantes. Elles sont localisées plutôt dans le sud du pays, surtout dans l'État de Sao Paulo, et à proximité de la zone écologique protégée du Pantanal. Les usines sont construites proches des zones de production pour des raisons de coût de transport, évidemment, mais aussi parce que la canne perd rapidement sa teneur en saccharose une fois la coupe effectuée. Donc si on se réfère aux statistiques nationales, le pays n'utiliserait actuellement que 12% des terres cultivées, soit près de 8 millions d'hectares de terre, pour produire de la canne à sucre, sur lesquelles seulement la moitié sont affectées à la production d'éthanol. Les autorités brésiliennes estiment ainsi que le pays disposerait d'à peu près 10 fois plus de terres qui pourraient être utilisées pour la production de canne à sucre destinée à l'éthanol, et ce, hors forêt amazonienne. Alors évidemment, avec un pays aussi immense, les possibilités d'expansion des zones de culture peuvent sembler sans fin. Sauf que la situation n'est peut-être pas aussi simple. Puisque ce qui menace l'Amazonie et le Pantanal, ce n'est pas en effet l'implantation directe des plantations de champs de canne à sucre destinés aux agrocarburants, mais le déplacement progressif des cultures vivrières et des élevages traditionnels, eux-mêmes progressivement chassés du Cerrado, et qui recherchent plus au nord-ouest des espaces où la terre est moins chère. Le défrichage de ces zones menace non seulement la biodiversité unique de ces écosystèmes, cela tout le monde le sait maintenant, mais également certaines populations indiennes qui y habitent, et en particulier les Guaranis. Alors quel bilan tirer des agrocarburants au Brésil? Voyons les avantages, voyons les inconvénients. Côté positif, le Brésil a été un pionnier dans le développement des énergies propres. C'est d'ailleurs l'éthanol brésilien qui détient le meilleur bilan écologique. Selon l'Agence de l'énergie, il réduit de 90% les émissions de gaz à effet de serre par rapport à un carburant fossile, contre environ 47% pour le carburant issu de plantes céréalières ou de la betterave, et de quelques 13% pour l'éthanol de maïs américain. On estime par exemple qu'entre 1975 et 2005, l'utilisation de l'éthanol comme carburant au Brésil a permis d'éviter l'émission de 644 millions de tonnes de CO2. Le bilan est également positif en ce qui concerne l'économie. Le Brésil a réussi à s'imposer comme leader dans le marché mondial des agrocarburants et le pays cherche maintenant à ce que l'éthanol devienne une nouvelle matière première cotée sur les marchés internationaux. Mais le bilan environnemental, lui, est beaucoup moins bon. La politique du pays est critiquée car elle pourrait détourner en partie des terres arables et la forêt de leurs fonctions premières. Pour beaucoup d'ONG et d'experts environnementaux, la rentabilité plus grande de la canne à sucre pousse à l'extension des monocultures, ce qui pourrait menacer la sécurité alimentaire des Brésiliens. Alors ce n'est pas le point de vue du président Lula, qui annonce que la production du pays peut alimenter à la fois et les estomacs et les réservoirs.